L'actualité française, regardez. Strasbourg, Paris, Torcy, Cannes, Le Cannet, l'opération antiterroriste s'est déroulée en plusieurs temps aujourd'hui. 11 personnes, je vous le disais, ont été interpellées. Jérémy Sidney, 33 ans, ouvre le feu sur les policiers qui pensaient le surprendre chez lui à 6 h ce matin. Les enquêteurs ripostent, tuant le suspect. Cette opération antiterroriste s'inscrit dans le cadre de l'enquête sur l'attentat à la grenade contre cette épicerie cachère de Sarcelles. Les 12 hommes interpellés appartenaient tous à la même cellule islamiste et s'apprêtaient à passer à l'acte. Mais qui sont-ils ? Tous sont français. Nés en France, ils sont jeunes, ils ont grandi dans des quartiers populaires. La plupart ont un casier judiciaire, certains sont passés par la case prison. Cette menace existe et cet islamisme radical, qu'il ne faut pas confondre évidemment avec l'islam de France, se nourrit de fantasmes, de haine, à l'égard de notre pays d'abord, à l'égard des Juifs de France, bien évidemment. Il faut répéter très fort qu'il s'agit d'une idéologie monstrueuse, qu'il s'agit d'une idéologie de haine qui ne peut être comparée qu'à une idéologie nazie et être complaisant vis-à-vis de l'islam radical, c'est être complaisant vis-à-vis du nazisme. En région parisienne, la synagogue d'Argenteuil a été la cible de tirs à blanc hier soir. Des coups de feu tirés d'une voiture. Ses occupants ont pris la fuite. Il n'y a pas eu de blessés. La communauté juive de France se dit inquiète et ses représentants sont reçus en ce moment à l'Élysée par le président de la République. Michel Vivorca, cette inquiétude dont il était question là, vous la comprenez ? Bien sûr, elle est légitime. Tout ça n'est pas forcément très nouveau, mais il y a 2 ou 3 points qui sont nouveaux. Il y a de nombreuses années qu'on sait que l'islamisme est peuplé d'antisémites. Il y a des travaux qui montrent que c'est au cœur du discours de tous ceux qui, par exemple, étaient concernés par les attentats du 11 septembre 2001, donc ça n'est rien de nouveau. On disait il y a quelques années qu'il y avait un lien entre cet islamisme antisémite radical et une certaine extrême gauche. Aujourd'hui, ce lien n'apparaît plus. On disait il y a quelques années que cet islamisme radical et antisémite était la projection sur le sol français de choses qui nous venaient d'ailleurs. On vient d'entendre qu'il s'agit d'un phénomène intérieur à la société française. Donc oui, il y a quelque chose de neuf, pas totalement neuf. Et puis il y a un point très important sur lequel je voudrais attirer l'attention. Dans le passé, l'antisémitisme, c'était quand même avant tout un discours possible des dominants. C'était un discours qui allait avec un certain nationalisme, une certaine exaltation de la nation française. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, après avoir eu à voir avec l'extérieur, la projection de ce qui se passe ailleurs, a beaucoup à voir avec de l'exclusion, avec des gens qui sont d'en bas et non pas d'en haut. Et donc, il est d'une autre nature. Et le combattre, ça n'est pas la même chose que de combattre, ce qui existe d'ailleurs encore, bien sûr, l'antisémitisme classique, qui était plutôt un phénomène d'extrême droite, un phénomène nationaliste, avec aussi quelques prolongements à l'extrême gauche ou même dans certains discours communistes. Jakubowicz. Écoutez, moi, mon rôle, c'est pas l'analyse, c'est les faits à l'état brut. On a tué des enfants uniquement parce qu'ils étaient juifs il y a quelques mois. Vous parlez de l'affaire Mohamed Merah. Bien sûr. Et ce qui s'est passé ce week-end, ce n'est jamais que le prolongement. Enfin, je dirais quand même qu'on rappelle les choses. 3 enfants de 3 ans, de 6 ans, de 8 ans qui ont été tués uniquement parce qu'ils étaient juifs en 2012. Une petite fille qui est dans un premier temps blessée et l'assassin qui va courir après elle, changer d'arme et la tuer froidement uniquement parce qu'elle était juive. Quelques années plus tôt, c'est l'affaire Ilan Halimi. Moi, je voudrais être dans les choses nouvelles. En 1990, il y a eu cette chose effroyable, le cimetière de Carpentras. Souvenez-vous, la France entière était sous un véritable électrochoc. Des millions de Français dans la rue et devant eux, le président de la République en personne. Je rappelle qu'il s'agissait d'une profanation d'un cimetière. Attendez, est-ce qu'on a plus d'empathie pour un juif mort, paix à ses cendres, et c'était évidemment horrible, que pour des enfants tués ? Enfin, c'est une véritable question qui mérite d'être posée. Ce n'est pas un fait unique. L'autre fait qui est tout à fait nouveau, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, la violence crée un électrochoc dans la société. Il y avait une sorte de paix des braves. Aujourd'hui, la violence suscite la violence. Que s'est-il passé après l'affaire Merah ? Quelques jours plus tard, à Villeurbanne, une chasse aux juifs dans les rues. Une quinzaine d'énergumènes qui poursuivent 3 jeunes garçons qui les frappent à coups de marteau sans que personne ne réagisse. C'est cette France interloquée de voir que l'on inverse les valeurs, l'assassin devenant une victime, avec des élèves qui refusent une minute de silence, et même des professeurs qui viennent dire « mais
Pas du tout. Enfin, est-ce que l'on se rend compte de la situation dans laquelle nous sommes? J'ai envie de dire, Zola, réveille-toi, ils sont devenus fous. Ce n'est plus notre France. Et les valeurs fondamentales qui nous animent, qui sont celles de ce pays, nous sommes à une situation où les Juifs de France se posent la question de savoir si c'est encore leur pays. Des enfants, des étudiants, des jeunes adultes quittent ce pays en considérant que ce n'est plus le leur. Enfin, je crois qu'on a peine à imaginer la réalité de cet électrochoc qui n'est pas l'affaire de la communauté juive, qui est l'affaire de la communauté nationale. Les hommes politiques le disent, mais on voudrait le voir dans la traduction, dans les faits. Les faits, ce n'est pas de protéger les synagogues. Est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, des gens vont célébrer leur culte protégés par les forces de police? Des enfants vont dans des écoles confessionnelles, ce qui était leur droit, avec des policiers à l'extérieur, des barbelés et des caméras. Enfin, on marche littéralement sur la tête. On doit tous ensemble se poser cette question et y apporter des réponses. Jean d'Ormesson. Oui, bien sûr, que dire de ça? Que dire de ça? Naturellement, je me rappelle les images épouvantables de cette petite fille qui a été rattrapée et tuée. Et on peut être stupéfié aussi de ce que la famille du meurtrier proteste et attaque le gouvernement en disant qu'on a voulu tuer l'assassin. Là, il y a évidemment des choses qui sont absolument inacceptables. Et enfin, c'est pas nouveau. C'est nouveau en France, mais ça existe aux États-Unis depuis longtemps. On appelle ça le ground terrorism. C'est des gens qui sont nés aux États-Unis, et n'est-ce pas? C'est une nouveauté pour nous, mais c'est pas une nouveauté mondiale. Ça existe dans beaucoup d'endroits, et le culte protégé par les flics, c'est les chrétiens aussi dans bien sûr, non, mais attendez, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de compétition. Voilà. Sinon, c'est des faits, c'est tout. Oui. Terminé, Jean d'Ormesson. Oui, j'aurais voulu dire aussi que c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Il y avait entre les Juifs et les musulmans, dans l'histoire, il y a eu une coexistence qui était plutôt pacifique. Les Juifs étaient peut-être plutôt mieux traités dans l'islam pendant de longs siècles que dans l'Europe du Moyen-Âge. Et donc là, il y a quelque chose de nouveau. On dirait que... Dans l'Europe du XXe siècle. Oui, on dirait qu'il y a une espèce de violence qui doit s'exprimer. Il n'y a plus de guerre, et maintenant cette violence prend malheureusement des formes souvent religieuses. Raphaël Diogier, oui. Michel Vivorca voudra dire... Non, moi je crois qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Et je ne crois pas qu'il se soit passé quelque chose. Ça date pas en réalité, me semble-t-il, de l'acte horrible, des actes même horribles de Mohamed Merah. C'est quelque chose qui était déjà tendu, à mon sens, par un système, justement, ce que j'appelle le mythe de l'islamisation. Ce qu'on voit, et je vais essayer de m'expliquer, c'est-à-dire depuis le milieu des années 2000, on a cette espèce de croyance, de fantasme qui se déploie dans l'opinion publique. On a des sondages qui montrent ça très clairement, selon lequel il y aurait une sorte de débordement dans l'ensemble de l'Europe. Ce n'est pas un problème franco-français. Les Hollandais éprouvent la même chose, les Allemands éprouvent la même chose, les Britanniques aussi éprouvent la même chose, qu'il y aurait d'une part une sorte de déferlement quantitatif des musulmans sur l'Europe, avec des chiffres, parfois qui viennent un peu de nulle part, interprétés de façon fallacieuse. Et deuxièmement, un aspect qualitatif de ce mythe, c'est-à-dire qu'il y aurait une intention commune, une intention unifiée des musulmans de s'emparer de la culture européenne, de s'emparer de l'identité européenne. Et on le voit on voit ce glissement dans le vocabulaire quand on parle d'occupation. On parle d'occupation du territoire. Lorsqu'il y a effectivement, c'est vrai, un certain nombre de musulmans, le vendredi, 4 rues, en gros, en France, qui prient dans la rue, à peu près 4 rues. Lorsqu'on interroge les Français, ils sont persuadés qu'il y a 186 rues, en moyenne, qui sont entièrement bloquées pendant beaucoup plus d'1 heure. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'est en train de s'installer, depuis le milieu des années 2000, une sorte de théâtre délétère, de théâtre morbide, où il y a 4 acteurs principaux qui jouent des rôles avec une plus ou moins grande intensité. Il y a le premier rôle, c'est le rôle du héros qui lutte en solitaire contre l'islamisation, qui peut être journaliste, qui peut être éditorialiste, qui peut être aussi l'homme de la rue. Et à un moment ou à un autre,
Lorsque c'est un éditorialiste qui écrit selon ses convictions, bon, ça ne pose pas de problème. Mais parfois, il y a quelqu'un qui va passer à l'acte. C'est par exemple Anders Breivik en Norvège. Et il passe à l'acte et il va tuer 77 personnes sous prétexte que ce sont des gauchistes multiculturalistes qui font le jeu de l'islam. Deuxième type d'acteur sur cette scène, c'est la scène du peuple trompé. Les deux sont en général alliés, le héros et le peuple trompé, on vous trompe. Troisième acteur, c'est le traître multiculturaliste gauchiste. Et puis quatrième acteur, le quatrième acteur, ça a été à un moment donné le musulman tout court, au milieu des années 2000. Après, c'est devenu, on s'est dit, on est allé un peu loin, c'est devenu l'islamiste. Aujourd'hui, c'est le salafiste. Aujourd'hui, c'est le salafiste. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'image du salafiste, c'est devenu le nouveau mot valise dans les médias. Salafisme, salafisme, salafisme. Alors qu'il y a une multitude de salafismes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette image du salafiste, elle va être répulsive pour 99% des gens, enfin, pour nous, en gros, mais elle va devenir attractive pour des individus qui se sentent frustrés et qui en même temps sont psychologiquement dans une situation difficile, une situation de fragilité. Et là, il va y avoir passage à l'acte. C'est-à-dire que l'islam est devenu une sorte de vêtement aléatoire et opportuniste. Moi, je crois que si nous arrivions, mais vraiment, en prenant nos responsabilités, si nous arrivions à sortir de cette espèce de mécanique théâtrale où chacun joue des rôles qui poussent à l'extrême et qui poussent au passage à l'acte, eh bien, on aurait fait un grand pas. Parce qu'Anders Breivik, c'est en quelque sorte l'autre face de la même pièce de théâtre dans laquelle a joué Mohamed Merah. N'oublions pas que Mohamed Merah a commencé par tuer des légionnaires. Pourquoi ? Parce que les légionnaires symbolisaient sa frustration, parce qu'il avait voulu entrer dans la Légion et qu'on l'avait refusé. Du coup, il a tué des légionnaires et au passage, il a tué 2 musulmans. La question est, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'image des juifs ou du juif chez ces individus est devenue l'image de l'ennemi à battre comme le légionnaire, etc. C'est cette question qu'il faut se poser. Moi, je crois qu'il faut avoir une analyse clinique en essayant même si c'est horrible, effectivement, essayant de comprendre ce qui se passe cliniquement pour pouvoir avoir les bonnes réactions. Ne croyez pas que ça rejoint le sujet qu'on va traiter tout à l'heure, c'est la presse. C'est-à-dire l'image qu'on donne justement à travers les médias. C'est comme dans les films. Le bandit est sympathique, est intéressant. On veut copier le mauvais. Il y a des identifications qui sont de moins en moins contrôlables parce qu'aujourd'hui, en plus, ça ne se passe plus seulement par le haut. Je crois d'ailleurs que les médias, les grands médias, télévision, radio, ont compris qu'ils étaient allés trop loin au milieu des années 2000, où avec mes étudiants, on a observé qu'il y avait eu un glissement et que maintenant les médias font très attention. Sauf que le mal est fait, et maintenant c'est sur Internet que ça se passe de façon complètement incontrôlable. La mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle plutôt, c'est qu'on n'a pas besoin de réseaux. Les réseaux islamistes sont des réseaux qui ont de moins en moins de prégnance. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a plus besoin de réseaux islamistes pour le passage à l'acte. On l'a vu, aujourd'hui on parle même de cellules, c'est-à-dire d'individus qui du jour au lendemain s'improvisent islamistes pour justifier leur passage à l'acte. Michel Viorca. Oui, moi je voudrais revenir sur ce qui était le point de départ de cet échange. Pour dire ceci, il y a 2 problèmes en réalité, tout simplement parce que l'antisémitisme transite par des formes différentes. Il y a d'un côté des gens qui passent à l'acte, ce qui vient d'être évoqué, qui passent à l'acte violent, qui relève, on l'a dit d'une certaine façon, du terrorisme. Ça, c'est un aspect. Et puis il y a les préjugés, les attitudes, comment dirais-je, les sentiments antisémites. Et la question est de savoir jusqu'à quel point ils sont diffusés dans la population en général et dans les milieux, alors pas seulement islamistes, dont nous parlons. Moi, j'ai enquêté dans les milieux des années 2000. J'avais observé dans des quartiers populaires que ça jaillissait comme ça, les propos antisémites. Il n'y avait pas besoin de les solliciter. Donc il y a un problème, effectivement, de cet ordre. La deuxième remarque que je voudrais faire, et l'évocation de Carpentras est intéressante de ce point de vue-là, c'est qu'on n'a pour l'instant pas du tout parlé politique ce soir. Mais enfin, il y a un acteur dont il faut parler, c'est le Front National, qui est très au cœur de toute la discussion que nous avons. Carpentras, il y a une énorme émotion, mais rappelez-vous, tout le monde était, ou presque, était persuadé que les horreurs de Carpentras avaient été le fait du Front National. Jusqu'au jour, quelques années plus tard, en 96 ou 97, où on a appris que c'était une bande de néo-nazis skinheads, certes, oui, quand même, comment dirais-je, on n'est pas très loin. Oui, mais
Je dis pas ça pour défendre le Front National, je ne pense pas qu'on puisse m'en soupçonner. Enfin, quand même, c'était pas le Front National. Oui, il n'y avait pas de sigle dessus. Oui. Non, Oui, je dirais même, c'est pas la hein. stratégie du Front National. Oui. C'est pas sa stratégie. Et donc, je pense que dans les affaires qui nous occupent là, il est très intéressant de voir le contexte politique actuel qui fait qu'aujourd'hui nous parlons d'antisémitisme. Après tout, Madame Le Pen a fait une déclaration assez tonitruante il n'y a pas si longtemps pour dénoncer dans la même phrase le foulard et la kippa. Et puis la troisième remarque que je voudrais faire, et ça va dans le sens de ce qui vient d'être dit, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le caractère global et fonctionnant sur base d'Internet de ce dont nous parlons. J'avais étudié à l'époque, il y avait un site qui a disparu malheureusement qui s'appelait Proche-Orient Info, un journal en ligne qui passait son temps à ramasser toute l'information disponible et à la diffuser sur la façon dont circulait l'antisémitisme à l'échelle de la planète. C'était terrifiant. Un amalgame de choses qui revenaient du 19e siècle, de vieux éléments d'antijudaïsme chrétien, des protocoles des sages de Sion, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, de textes nazis, du Garodi, cet ancien communiste devenu antisémite, etc., etc. Tout ça, ça circule, tout ça, ça bouillonne. Et donc, ce qui me semble très impressionnant dans ce dont nous parlons ce soir, plus précisément, c'est qu'on a affaire à quelque chose qui est plus français qu'auparavant. On parle moins d'Israël dans cette affaire-là. On ne parle pas de la Shoah. Il y a 10 ans, on parlait beaucoup. Les antisémites parlaient beaucoup de la Shoah, parlaient beaucoup d'Israël. Là, on a affaire à quelque chose qui est... Oui, c'est détaché de la situation entre Israël et la Palestine, quand même. Oui. On peut relativement relativiser. Je voudrais citer là une anecdote. Dans une affaire, celle des 3 jeunes agressés à coups de marteau, l'agresseur, je connais le dossier, est un jeune converti à l'islam. C'est déjà une donnée qu'on retrouve dans l'actualité. Et pour se justifier, pour expliquer qu'il n'a pas été élevé dans l'intolérance, il explique que sa grand-mère était résistante et que pendant la guerre, elle a sauvé de très nombreux Israéliens. Tout est dit. Tout est dit. Et en fait, c'est un peu en opposition à ce que vous venez d'indiquer. Alors évidemment, vous pouvez observer, des Israéliens, ça n'existait pas pendant la Seconde Guerre mondiale. On l'a confondu avec l'israélite. Mais cette confusion est à l'origine de tant de mots. Il faut aussi le dire. C'est quelque chose qui est prégnant dans la... Oui, vous voulez dire que cette opposition vient du conflit israélo-arabe ? À l'origine, bien sûr. Ces jeunes, on va les alimenter dans la haine absolument gratuite. Ils ne connaissent rien de ces événements. Et je tiens à rappeler, à souligner au lendemain de l'affaire Mera, les propos du Premier ministre de l'autorité palestinienne, qui a eu des propos qui malheureusement ont échappé au plus grand nombre, mais qui sont très importants. Disant à ces jeunes gens, vous êtes des criminels et je vous interdis d'utiliser des actes terroristes prétendument pour sauver la Palestine. C'est à nous de nous occuper des enfants palestiniens. Cette phrase était extrêmement forte. Malheureusement, elle est passée inaperçue. Et cet amalgame, je suis désolé, il est encore très présent. Vous allez dans mon sens. Il y a 10 ans, ces propos auraient été relevés. Il y a 10 ans, le climat était beaucoup plus sensible. Il y a 10 ans, le climat était le même. Je rappelle qu'en 2001 est sorti un livre venant d'enseignants qui s'appelait « Les territoires perdus de la République », qui disait exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Mais comme vous le disiez tout à l'heure en introduction de notre débat, voilà, revient dans l'actualité le terme de. Mais entre-temps, l'actualité, elle est allée ailleurs. Et le regard des politiques est allé ailleurs. Et le regard de la presse est allé ailleurs. Mais la vie quotidienne des gens qui subissent ce racisme de tout ordre et cet antisémitisme de tout ordre, parce que les Juifs ne sont pas les seuls, loin s'en faut, à être victimes de racisme dans notre société, eh bien le regard s'est éloigné de cela. Mais la réalité quotidienne, elle persiste. Est-ce que quand vous dites les Juifs ne sont pas les seuls, vous incluez donc les musulmans qui eux aussi ont à souffrir en permanence Moi, je veux dire quand même une chose qui mérite d'être dite. Je suis président parce de la que je regrette qu'il n'y a pas de musulmans dans cette émission. Contre le racisme et l'antisémitisme. Je dis que l'une des victimes premières de l'islamisme, c'est l'islam. Ce sont évidemment les musulmans de France qui cristallisent une forme de rejet par la faute d'une extrême minorité. Et moi, j'aimerais, je le dis très clairement et posément, j'ai le plus grand respect pour les responsables de la communauté musulmane. Il y a eu des propos qui étaient forts, mais à mon sens, pas suffisamment forts. Et moi, j'ai la crainte, effectivement, que ces responsables parfaitement honorables, qui ne sont suspects de rien, d'aucune passerelle avec ces gens-là, mais ils leur font peur. Ils leur font peur. Et moi, j'attends effectivement des responsables de l'islam de France d'une condamnation autrement plus forte que celle qu'on a entendue ces derniers jours. Raphaël Liogier, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, il y a quand même une nouveauté, me semble-t-il, fondamentale. Il y a une nouveauté, c'est que ces actes antisémites sont des actes qu'on pourrait appeler réactifs
au sens chimique du terme, c'est-à-dire qu'ils réagissent. C'est pour ça qu'ils sont épidermiques et c'est pour ça qu'ils existent. Voyons, on tue des gamins par épidermie. Mais pourquoi il n'y a pas qu'il y a aussi une grande banalisation de la violence? Mais je ne suis pas du tout en train... Attendez, c'est pas une justification Ça va de quand même dire un petit peu plus loin que ça, quand C'est même. pas du Enfin, tout... j'espère. Ce que je veux dire, c'est que justement, le meurtre, là en l'occurrence, et le passage à l'acte, n'est pas lié à l'islam ou à autre chose. Il est lié à cette nécessité, à un moment donné, d'un certain nombre d'individus à passer à l'acte. Il se trouve que l'islam devient une sorte de vêtement à travers lequel Enfin, ils choisissent leurs victimes quand même. Ils choisissent leurs victimes. Donc la question, excusez-moi, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils choisissent ce vêtement et pas un autre vêtement. Et c'est là où cette espèce de système du mythe de l'islamisation. C'est pourquoi ils choisissent cette victime et pas une autre. C'est pour ça qu'il entre en jeu. C'est réactif au sens chimique. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être activé et réactivé parce que c'est de la frustration. C'est comme quand on brûle un feu rouge, vous sortez de vos gants. Et du coup, il y a des processus qui peuvent aboutir à des réactions en chaîne. Et c'est ce qu'on a vécu depuis l'affaire Mohamed Merah. Une réaction en chaîne au sens, là, quand on parle de la réaction nucléaire, si vous voulez. Et moi, je crois que au-delà de l'horreur, mais qui est certaine et qui est difficilement soutenable, il faut essayer de comprendre vraiment, cliniquement, ce qui s'est passé. Mais dans ce qui est passé, il y a le choix de la victime. Ce choix, il est chirurgical. On est allé dans une école qui est planquée, que personne ne connaît. On a choisi cette cible. On a choisi ces enfants-là et aucun autre. Enfin, et ça, on ne peut pas quand même en faire l'économie. Mais bien sûr, on n'en fait pas l'économie. On n'en fait absolument pas l'économie. Je ne sais pas. Je pense que, je suis un peu d'accord avec quelques éléments que j'ai entendus, mais je pense qu'il faudrait quand même insister sur le caractère national, le caractère indigène de cette question musulmane de France. Donc, on a parlé de la Palestine, on a parlé de l'intérêt de ces gens, souvent on parle de